Études tranquilles avec un doc d'éco, puis un diplôme d'expert comptable, c'est bien expert comptable. Et pour financer des études, parce que tu es une fille travailleuse, tu bossais chez Téléperformance. C'était une belle aventure comme ça ou pas, au tout début? J'étais pas au début de Téléperformance. Non, mais Bonsoir tu à tous, travaillais. pardon. Oui, c'était passionnant. Le centre d'appel à 18 ans, c'est génial. On découvre le management, on est promotionné en 2 minutes, on apprend le commerce, c'est passionnant. Et alors tout ça, après tu es devenu salarié dans des boîtes sympas comme Neuf Télécom, et en 2005, tu vas décider de créer ton entreprise. Pourquoi devenir entrepreneur? C'est sympa d'être salarié. Au pire, tu te fais virer, tu prends un gros chèque, tu vas au prud'homme, tu négocies. Pourquoi prendre des risques et devenir entrepreneur, Paola? Alors déjà, j'ai divisé mon salaire par 3. Bon, Donc ça a commencé comme ça. Pour moi, l'entrepreneur, c'est un peu un artiste au final. C'est finalement avoir la possibilité d'avoir une toile blanche et de pouvoir développer, innover et créer sa propre entreprise comme on l'imagine. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant quand on était salarié parce qu'on s'est toujours dit tous « Ah, je ferais bien ça comme ça, je ferais bien ça comme ça ». On a géré dans des codires, etc. autrement. Et là, finalement, on a le crayon et on fait. Avec les contraintes, les difficultés, tout n'est pas les simple. joies et les peines. Voilà, mais on a la possibilité de créer. Et donc, j'ai adoré ce principe-là. De créer son futur. Alors, justement, tu es dans les centres d'appel à l'époque, aujourd'hui c'est presque la norme, mais tu as relocalisé. Au moment du offshore, tu t'es dit, non, moi je vais produire en France, je vais produire à Paris et également en Corse. Après. C'est récent, ça. Oui. Oui, alors avec mes associés, dont un est là. Bonjour l'associé. Il a un prénom ou il s'appelle associé? Tariq. Tariq. Ouais, on s'est dit, en fait, on avait tous des expériences à la fois du côté prestataire et du côté annonceur. On avait tous fait notre vécu, vu ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, et on s'est dit, pourquoi pas repenser le métier du centre d'appel? Pourquoi pas finalement prendre le contre-pied du marché de la délocalisation? Alors en 2005, quand on crée Wisecom, oui, tout le monde part en offshore. Donc moi, je vais voir des fonds d'investissement du haut de mes 24 ans. Je leur dis, j'ai une idée, on va créer un centre d'appel en plein cœur de Paris. Et là, ils me disent, ouais, non, mais va, je sais pas, va en Afrique du Nord, va à Madagascar. Non, mais bon. Non, mais je vous promets, il y a un modèle. Et en fait, au final, on repense le métier, on se dit, on va mettre... Alors, en 2005, la RSE, ça n'existe pas. Je pense que vous le savez tous, c'était pas du tout le mot. Et puis, on se dit, nous, on va mettre l'humain au cœur du modèle. Mais l'humain, c'est pas mettre l'humain, c'est se dire, comment on va en faire un levier de performance et de compétitivité? Comment finalement, en attirant les talents, on n'appelait pas ça talent non plus en 2005. Et non, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il n'y avait pas la Covid non plus. Ouais, oui. Et on se dit comment en attirant finalement des ressources et en ayant le choix dans les profils, en n'étant plus le métier qu'on voit, tout le monde s'est fait déranger le soir à 20h sur son téléphone. Si on cassait un peu cette image, on va avoir le choix dans les profils, on va pouvoir proposer à nos clients une vraie qualité et on va fidéliser ces profils parce qu'il n'y a pas d'école de formation et toujours pas dans les centres d'appel, alors que la relation à distance explose. Et puis, on va finalement être capable de prouver qu'on est compétitif en ayant de meilleurs résultats. En basant ça sur l'attractivité des talents, la fidélisation et la proximité avec les marques pour qui on travaille. Et tu étais où à Paris à l'époque? Parce que Paris, c'est vaste. Alors, on crée le premier site. Le tout premier, on le crée en face du Bon Marché. En fait, c'était une boîte qui nous avait accordé la colocation. Ensuite, on crée notre premier site officiel dans le 8e rue de la Boétie. Très chic aussi. Et puis maintenant, on en a un deuxième dans le 10e rue d'Hauteville. Alors, 250 collaborateurs, Paola, au total. Et c'est qui alors? Ce sont des étudiants comme tu l'étais à l'époque, des mères au foyer, des seniors, des... L'idée, c'est déjà, on adresse toute l'Europe, donc on travaille en plus de 12 langues. Donc on attire des multilingues. Ça veut dire qu'il y a des néerlandais. Le néerlandais, c'est... Je ne sais pas si vous... Il y a des néerlandais. Qui est néerlandais ici? Je ne sais pas si vous travaillez avec des néerlandais, mais le néerlandais n'a aucune raison de venir en France. Non. D'abord, il n'est pas là. Oui, et puis, c'est le seul candidat en recrutement qui nous demande d'abord son salaire. Oui. Donc, au final, non, on travaille dans toutes les langues. On travaille dans plus de 12 langues. On est capable d'adresser à la fois, bien sûr, des particuliers sur du service client, mais en téléphone, en mail, en chat, en visio aussi, puisque la visio se développe. On est aussi capable de faire de la prospection auprès d'entreprises. On travaille pour des grandes marques, où on va travailler auprès de grands comptes, de dirigeants dans l'entreprise. Donc, on va sur des missions avec plus de compétences. Et puis, on va être dans les profils, évidemment, sur l'étudiant classique, mais on va être aussi sur le senior, la jeune maman en reconversion qui cherche un emploi. On travaille sur du flex-working, un mix télétravail présentiel. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher, finalement, on appelle ça l'appétence. Parce qu'on pense que le talent ne se périme pas, mais la compétence... Et les garder, les conserver, quoi. Voilà, alors, tu as un centre d'appel en Corse, mais ça bosse vraiment là-bas ou...
Je suis corse. Oui, d'accord, mais est-ce qu'ils bossent vraiment? C'est une vraie question. Alors, je ne sais pas s'il y a des Corses dans l'Assemblée. Y a-t-il des Corses? Alors, le néerlandais, il y en a très peu. Ce soir. Il n'y a pas de Corse. Ah, il y en a une. Bah voilà, c'est la plus sympa. Voilà. Bah, Tu vois, on se rattrape. Voilà. bon, il y a 95% Elle de filles. s'appelle Laetitia, je suppose, comme toutes les Corses, non? Oui, oui. La Corse est un formidable bassin d'emploi, contrairement à ce qu'on imagine forcément. On a créé un centre d'appel en plein cœur d'Ajaccio, 10 minutes de l'aéroport. Génial. La Corse a plein de talents et effectivement, l'idée, c'est comment finalement exploiter ces talents. On a quand même eu 2 grands empereurs. Donc, Ouais, voilà, ça fait 2. C'est déjà pas mal, mais oui. et voilà, et l'idée, c'est aussi un peu un rêve personnel et en même temps, voilà, finalement, être Puis ça entrepreneur, marche, quoi. c'est aussi, voilà, c'est ça. Bon, en plus, franchement, les vins sont très bons. Les vins corses, blancs, rouges et rosés, sont excellents. La charcuterie est pas mal. Je dois reconnaître que l'autre jour, à Ajaccio, les 3 saucissons à 75 €, ça m'a fait mal aux saucissons quand même. Hein. Mais c'est quand même très bon. Alors, ça, c'est la Corse. Alors maintenant, les projets, est-ce que tu veux implanter également ton entreprise hors de France, par exemple aux États-Unis? Par exemple, aux États-Unis, ouais, effectivement, l'idée, c'est comment travailler sur toute l'Europe. On trouve ça intéressant de pouvoir développer un autre continent. Tout le monde parle beaucoup de résilience après le Covid. Je pense que nous, notre résilience, c'est d'être capable de travailler sur différents secteurs d'activité, sur différentes offres, aussi bien B2B que B2C, et dans différents domaines. Et ben, je pense que le step d'après, c'est de travailler sur différents continents. Il paraît que les États-Unis, c'est un des continents les plus complexes. Bon, on a discuté sur la Chine à table, donc Oui. voilà. Mais effectivement, le prochain step, ce serait effectivement de travailler avec le digital, éventuellement aux États-Unis. Alors, tes métiers de relations clients à distance ont parfois eu une mauvaise réputation. Est-ce que le fait d'avoir Téléperformance dans le CAC 40, ça a aidé à changer d'image aussi? Alors, déjà, je voudrais dire un truc important, c'est que la France est leader mondial des centres d'appel. C'est quelque chose que personne n'imagine, mais le numéro 1 de tous les centres d'appel au monde est Téléperformance. Et au CAC 40, et donc le leader mondial. Donc il est leader mondial en Asie, aux États-Unis, partout. Mais les 2 que je ne vais pas citer, parce que quand même, numéro 3 et 5 sont français. Donc je pense que la France a un énorme potentiel. On parlait de l'innovation avec les 2 intervenants précédents. La France a un gros potentiel d'innovation. La preuve avec le centre d'appel, qui est un métier en plein mouvement, parce que finalement, j'ai tendance à dire qu'on est le lien entre la relation humaine et puis la transformation digitale et l'innovation et l'intelligence artificielle. Et donc effectivement, la France a un potentiel énorme, se développe là-dessus. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose et je pense qu'on a vraiment quelque chose à dire autour du sujet. Le capital de l'entreprise, est-ce que tu partages la valeur? C'est important de partager la valeur. Alors, nous, Mademoiselle. On a mis la RSE au cœur du modèle, mais j'aime pas dire ça, c'est galvaudé, ça ennuie tout le monde. Mais l'enjeu, c'est de se dire finalement comment on attire les gens demain, aujourd'hui et demain, comment on les garde. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, citoyen, salarié est engagé. Et donc, il a envie de travailler, bien sûr, dans une entreprise qui lui propose de la promotion, un salaire, des avantages, une valeur perçue, mais il veut aussi travailler dans une entreprise dont il est fier et dont il porte le sens, et quelle que soit la fonction. Et ça, je pense que c'est essentiel, et je pense que nous, entrepreneurs, nous, dirigeants, on doit porter ça et pousser ça, parce que sinon, demain, on n'aura plus de marché avec nos appels d'offres, on n'aura plus de salariés. Alors, tu milites aussi pas mal, tu fais du syndicalisme au MEDEF, notamment, avec le jeune MEDEF, les moins de X années, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais alors au MEDEF? Alors, je suis présidente du COMEX 40 du MEDEF. Donc, le MEDEF, il y a 4 ans, à l'initiative de Geoffroy Roux de Bézieux et Patrick Martin, ils ont créé... Qui étaient nos invités il y a très peu de temps, ici à ta place. Voilà, donc ils ont souhaité doter le MEDEF d'un organe représentatif des jeunes dirigeants, donc des dirigeants de moins de 45 ans. Donc, aussi bien chefs d'entreprise que dirigeants de grands groupes. L'idée, c'est vraiment, finalement, de réfléchir aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux qui vont impacter nos entreprises d'aujourd'hui et demain. Alors nous, on a été créés un an avant le Covid. Ouais. Donc forcément, des enjeux, on en a eu quelques-uns. Et puis, je pense qu'effectivement, c'est important qu'on réfléchisse à ça et qu'on vienne aussi challenger le MEDEF sur tout son rôle autour des réflexions entrepreneuriales, sociétales, sociales et autres. Parce que maintenant, il n'y a plus de dissociation. Finalement, je pense que l'entreprise est un acteur essentiel dans ces transformations, dans ces enjeux, et pas uniquement un acteur financier comme on l'imaginait peut-être par le passé, quoique. Pour terminer, Paola, le plus beau métier du monde, c'est de diriger une magnifique société, une belle PME de croissance, ou devenir pilote de chasse? Je pense que le plus beau métier, c'est de faire ses rêves réalité. Oh, on l'applaudit, Paola. Bravo en tout cas, Westcom. Merci.